家人们，今天带大家看一场大型的欧美精神内耗现场。画面左边这位是典型的西方傲慢媒体人，脑子里装满了 BBC 和 CNN 灌输的标准答案，一开口就是陈词滥调的意识形态偏见。而画面右边这位呢，身价数十亿，在新兴市场厮杀25年的法国顶级基金大佬 Xavier Horvath。这就是一场脑残傲慢公知与人间清醒资本家的智商降维打击战。在这场长达30分钟的交锋里，这位大佬贡献了整场访谈最狠的一句地缘政治金句，他直截了当地对主持人说，如果法中两国非要挑一个共产主义国家，那绝对是法国，而不是中国。每次我从中国坐飞机回法国，我都觉得这趟航班是从发达国家飞往发展中国家。让我们马上进入正片。Mon invité est portfolio manager et il investit dans les pays émergents depuis maintenant plus de 25 ans. Il est à la tête d'un des plus grands fonds dédiés aux pays émergents. Son métier, bonjour Xavier Horvath, bienvenue dans Solide. Alors, en quoi les pays émergents sont le cœur de l'économie mondiale? Moi, quand j'ai commencé ma carrière sur les émergents, le plus important, c'était les chiffres américains. Quand il y avait les chiffres américains qui sortaient à 14h30, les chiffres de l'emploi, le non-farm payrolls, ce genre de trucs, c'était le driver de l'Asie et de tous les marchés. Aujourd'hui, les chiffres chinois sont très très importants aussi. En fait, la Chine est le pays qui est le principal partenaire commercial de la quasi-totalité des pays du monde, à part bien sûr les États-Unis et l'Europe. Mais en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, dans toute l'Asie, bien sûr la Russie, la Chine est le principal pays, le partenaire commercial. Donc en fait, ils se font des échanges entre eux. Ils s'achètent les matières premières. Donc en fait, les pays émergents aujourd'hui sont beaucoup moins un espèce de satellite de l'économie américaine comme ça l'était il y a 25 ans. Voilà. Et donc on voit, quand il y a eu la crise immobilière en Chine, les prix des matières premières ont beaucoup baissé, ça a énormément affecté l'Afrique du Sud, énormément affecté l'Amérique latine. Quand au contraire il y a des plans de relance, c'est le contraire. Donc aujourd'hui en fait, les deux plus grosses économies mondiales, les États-Unis et la Chine, ont des poids à peu près similaires. Le PIB est plus élevé aux États-Unis. On doit être à 30 trillions de dollars, en Chine on est à 19 ou 20, mais en réalité en PPP, en parité de pouvoir d'achat, la Chine est devant les États-Unis, et la Chine est le principal pays. Donc en fait, aujourd'hui, ils ont un petit peu ils peuvent vivre entre eux. Ils ont des matières premières. Les matières premières, elles sont essentiellement dans les pays émergents, donc en Russie, en Moyen-Orient, l'énergie, en Amérique latine, tous les métaux, en Indonésie. Donc ils ont des matières premières, ils ont de l'innovation, ils ont des cerveaux. Les classements PISA montrent que c'est en Asie que les systèmes d'éducation sont les plus performants, ce qui explique aussi le grand succès des pays d'Asie du Nord aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Donc quand on a des cerveaux, des matières premières, de la population et des gouvernances économiques qui sont très différentes des nôtres, mais qui ne sont pas forcément mauvaises, attention, les pays émergents ont des gouvernances économiques qui ne sont pas forcément mauvaises. On est un petit peu arrogant dans les pays développés. On a quand même toujours tendance à prendre de haut les pays émergents. Mais en réalité, en France, par exemple, on est en déclin sur tous les indicateurs objectifs. Et il y a des pays d'Asie qui, eux, sont en progrès sur tous les indicateurs objectifs. Alors, je vais rebondir sur une chose que tu viens de mentionner, c'est l'éducation. Typiquement, en France, on est connu pour nos grandes écoles d'ingénieurs, pour des parcours qui font saliver beaucoup de personnes, des polytechniciens que je reçois aussi dans ce podcast. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner justement un ordre de grandeur de l'éducation? Est-ce que ça arrive au même point que, par exemple, on parle souvent de l'école polytechnique? Est-ce que ces pays émergents réussissent à avoir des polytechniciens? Moi, j'ai un fils, donc j'ai suivi ça de très près parce que j'ai trois garçons. Mon aîné est à Polytechnique, donc je connais très bien. Et mon aîné, en fait, c'était un petit génie, donc il avait une médaille d'or aux Olympiades de mathématiques en France. Il a eu le premier prix au concours général en physique, quand il était en terminale, avec un premier accessite au concours général de maths au passage. Il est rentré à Polytechnique premier, avec la meilleure note de toutes les options. Solide. C'est très solide, voilà. Alors moi, je suis très fier de lui, je dis c'est le meilleur de France, mais bon, Axel, il me dit que non. Il me dit il y a quand même quelques gars qui sont plus forts que lui, parce qu'il est modeste. Mais bon, en tout cas, il est dans le top 10, c'est sûr. Et en fait, du coup, j'ai un peu suivi les compétitions internationales de mathématiques et de physique, ce qu'on appelle les Olympiades internationales de mathématiques et les Olympiades internationales de physique. Et nous, on envoie des gars qui sont les futurs majors de Normal Sup et de Polytechnique, parce que ça se fait au niveau du lycée. Et on regarde les résultats, les Asiatiques sont beaucoup plus forts que nous. Alors les Chinois écrasent tout le monde
parce qu'ils ont un système, ça j'ai compris ça en parlant avec les Chinois de mon équipe, ils ont un système d'éducation qui est extrêmement bon, donc ils écrasent tout le monde évidemment, en plus ils sont 20 fois plus nombreux que nous, donc c'est normal qu'ils soient meilleurs que nous, mais ils ont un système d'éducation qui est très particulier. Donc aujourd'hui, le Chinois qui grandit dans un bled paumé, dans une campagne paumée, s'il est très très brillant, ils vont le détecter. Pourquoi ? Parce qu'ils font des tests de maths très tôt, qui sont obligatoires. 2 heures par semaine, c'est un truc du format un peu l'équivalent de nos kangourous des mathématiques pour les enfants. Ils vont les déceler. Et du coup, ces gars-là, après, vont être attirés par le haut. L'éducation, c'est très important dans la culture chinoise, dans la culture asiatique. Ce qu'on faisait très bien en France aussi, jusqu'à un certain temps. Mais aujourd'hui, l'école publique s'est complètement effondrée en France. Donc le gars qui grandit dans un bled paumé en France, il a quasiment aucune chance de pouvoir être médecin ou polytechnicien. Bon. Donc les Chinois sont meilleurs que nous, les Coréens sont beaucoup plus forts que nous, alors qu'ils sont moins nombreux que nous, pour le coup. Les Taïwanais sont 3 fois moins nombreux que nous, ils sont meilleurs que nous. Les Singapouriens sont 12 fois moins nombreux que nous. Il y a 5,9 millions d'habitants à Singapour. Nous, on a 67 millions d'habitants en France. Ils sont meilleurs que nous. Donc les Asiatiques sont très 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 bons. Alors nous, on s'en sort, effectivement, nos polytechniciens, nos normaliens sont très bons, parce qu'en fait, on a ce système de prépa qui fonctionne très bien, qui fait qu'on arrive quand même à trouver des gars super forts, les grandes écoles françaises. Ça reste très reconnu. Partout dans le monde, les Stanford, MIT, ils sont ravis de prendre les Français issus des grandes écoles parce qu'ils savent qu'ils sont bons. Mais les Asiatiques sont globalement plus forts que nous, ils travaillent beaucoup plus que nous. D'ailleurs, on peut discuter, hein, je dis pas qu'ils sont pas forcément plus heureux. Hein. En Corée, il y a une pression énorme sur les enfants. Au Japon, en Corée, même en Chine, surtout que c'est des enfants uniques, le taux de fécondité est très faible en Asie du Nord. Donc les parents mettent vraiment beaucoup d'énergie sur l'éducation de leurs enfants, avec une pression énorme. Ça fait pas forcément des enfants plus épanouis et plus heureux, mais à l'arrivée, ils ont un système d'éducation scolaire qui est beaucoup plus performant que le nôtre. Et donc ça, on le voit aujourd'hui dans l'innovation, la technologie, les Asiatiques sont excellents. Voilà. D'accord. Et on comprend assez facilement que ce secteur-là de l'éducation, qui forme en fait les prochaines générations, vont porter les économies des pays émergents, avec un impact direct, comme tu le mentionnais, sur la recherche et notamment sur l'innovation liée à le domaine le plus plébiscité en ce moment, qui est l'intelligence artificielle. Bien sûr, l'intelligence artificielle, l'année dernière, il y a 1 an et demi, il y a DeepSeek qui a sorti son modèle, en janvier 2025, et le monde a été surpris de voir que les Chinois étaient capables de faire des LLM. Mais ça, c'était une arnaque, non ? Au niveau de ce modèle-là, DeepSeek, finalement, c'était pas vraiment un LLM, il n'y avait pas une histoire comme quoi ils avaient copié un autre LLM, ou qu'ils n'avaient pas entraîné comme les autres LLM. Non, l'arnaque, c'était plus sur le coût de compute et le coût d'inférence qu'ils avaient annoncé. Voilà. Mais bon, les Chinois, c'est un peu compliqué. En plus, les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine sont telles que Nvidia n'a pas le droit d'exporter ses puces les plus performantes vers la Chine, ce qui fait que les Chinois s'arrangent pour les choper sans le dire, d'une manière différente, en passant par des filiales dans d'autres pays, ce genre de trucs. Donc, en fait, on ne sait pas exactement, ils ne sont pas toujours très transparents sur la technologie et les coûts. C'était ça. Mais en fait, c'est pas du tout une arnaque. Aujourd'hui, les élèves les plus forts de Polytechnique en informatique, en maths, ils utilisent les LLM américains, bien sûr, Claude, OpenAI, Gemini, et ils utilisent les modèles chinois. Qwen, par exemple, le modèle de Alibaba est excellent. Doubao, qui est le modèle de ByteDance, ByteDance c'est la maison mère de TikTok, est excellent. Ils en ont d'autres. Il y a des boîtes cotées à Hong Kong. Minimax, c'est une boîte qui vaut 80 milliards de dollars. On a une boîte qui s'appelle Knowledge Atlas aussi, qui a un LLM qui marche très bien. Et puis la dernière version de DeepSeek est pas mal. Elle est pas mal du tout. Nous, Yunfan, qui est notre analyste, utilise tous les modèles chinois. Et puis il y a plein de geeks en Chine qui comparent tout le temps les modèles chinois. Et les modèles chinois sont très bons. Ils ont 6 mois de retard à peu près sur les meilleurs modèles américains. Donc utiliser les modèles chinois aujourd'hui, sachant que DeepSeek est 100% en open source, c'est équivalent à utiliser les modèles américains il y a 6 mois, à peu près dans la qualité. Donc c'est quand même vachement bien. Ils auront quand même du mal à être au même niveau parce qu'ils n'ont pas accès aux puces les plus performantes de Nvidia. Donc la génération de tokens est pas la même, mais en même temps ils ont des coûts quand même inférieurs.
Et puis là, il y a DeepSeek qui est en train de lever de l'argent en ce moment, en private equity, donc c'est pas une boîte cotée, sur une valo qui a 50 milliards. Et qu'est-ce qu'on voit dans les actionnaires de DeepSeek? Alors il y a Tencent, il y a le fondateur, bien sûr, de DeepSeek, qui était un type qui avait monté un hedge fund quantitatif, qui avait fait fortune dans un hedge fund quantitatif avant de faire DeepSeek. Et on voit aussi le fonds chinois d'État qui promeut l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'en Chine, l'État promeut la technologie. Ils sont très... c'est un système économique qui est très différent du nôtre. C'est un capitalisme d'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui donne les grandes impulsions à l'économie. Et il a décidé, bien sûr, que la technologie, c'était très important. Donc il veut que la Chine soit autosuffisante. Donc il finance des boîtes qui fabriquent des semi-conducteurs pour éviter de dépendre de Nvidia, des Américains ou des Coréens, Hynix ou Samsung. Donc il fabrique de la mémoire, il fabrique toutes les puces les plus performantes. Ils essaient de copier, enfin de rivaliser avec Nvidia sur les puces les plus performantes pour l'automobile, la conduite, les aides à la conduite autonome qui arrivent, ce genre de choses, et sur les LLM. Donc ils ont plein d'argent. L'argent va couler à flot, c'est illimité. C'est vraiment des centaines de milliards de dollars parce que c'est la priorité. Donc en fait, pour revenir à ta question, si tu regardes aujourd'hui les émergents, et la Chine en particulier, tu as les meilleurs cerveaux, c'est là que tu as le plus de matières premières. Et surtout, la population, tu as de tout dans la population. En Chine, tu as des ingénieurs, des scientifiques, des dizaines et des dizaines de millions de scientifiques d'un excellent niveau qui sont beaucoup moins chers. Ils coûtent 10 fois moins cher en moyenne qu'en Suisse, en Allemagne ou aux États-Unis, en étant à un niveau équivalent. Et tu as aussi une population non qualifiée, les populations rurales en Chine, il y a un demi-milliard de personnes qui vivent encore dans des conditions de vie assez dures, qui bossent dans les usines, qui parfois dorment dans les usines, qui rentrent souvent chez eux 2 fois par an, et donc avec des salaires très faibles. Et il y a toute l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, voilà, où les entreprises chinoises peuvent se délocaliser et avoir de la main-d'œuvre bon marché. Donc tu as la main-d'œuvre qualifiée, la main-d'œuvre bon marché, les matières premières. Ça fait beaucoup quand même. Alors, quand on t'écoute, on a l'impression que la Chine, c'est le nouvel Eldorado. Et pourtant, sur les marchés financiers, et en général dans l'économie, il y a un ralentissement économique chinois. C'est-à-dire qu'on a la Chine qui, lorsqu'on regarde les chiffres, quand on regarde les faits, n'est pas du tout... En fait, j'ai l'impression qu'on parle d'un autre pays. Quand on regarde les chiffres au niveau des marchés financiers, moi, je te donne une petite anecdote. Quand j'étais sur le desk, comme tu le mentionnais, à Hong Kong, chaque année, les personnes disaient « cette année, c'est l'année de la Chine, ça va repartir ». Et en fait, à chaque fois, il y a cet espoir d'un regain de l'économie. Et finalement, on observe qu'en fait, pas du tout. Donc comment on arrive à concilier ce que tu décris parfaitement comme étant le nouvel Eldorado et la réalité des chiffres qui montrent qu'en fait, la Chine n'est pas du tout au niveau. La Chine, c'est une énigme, c'est très particulier comme pays. Depuis 30 ans, pour simplifier, on va dire que la Chine, c'est la plus belle histoire d'émergence économique du monde et c'est le marché action le plus pourri du monde. L'indice chinois, depuis 30 ans, c'est le plus pourri de tous. C'était vraiment le pire moyen pour gagner de l'argent. Bon. Et donc, il y a cette grande distinction qu'il y a entre la performance de l'économie et la performance du marché action. Alors, c'est lié à plusieurs choses. D'abord, il y a une particularité de la Chine, c'est qu'il y a des surcapacités. La Chine voit l'économie différemment de nous. Eux, ils le voient un peu comme un moyen de dominer, de progresser, de gagner des parts de marché. Ils ont une forme de prédation économique. Ils veulent arriver à être le numéro 1 mondial dans tous les domaines. Donc, ils investissent énormément. La part de l'investissement dans le PIB est beaucoup plus élevée en Chine que dans n'importe quel pays du monde. C'est même plus du double, même de pays comme le Mexique ou le Brésil, en pourcentage du PIB. Et donc, ils ont aujourd'hui 1/3 de la production manufacturée. Donc, ils ont écrasé tout le monde. Ils ont dézingué d'abord les Japonais, les Coréens, les Européens. Nous, on a été désindustrialisés en Europe, en partie à cause de la Chine. Mais il y avait la rentabilité des capitaux investis n'était pas la priorité du gouvernement chinois. C'est une économie dirigiste, hein, donc le gouvernement décide de ce qui va se passer, il décide de beaucoup de choses. La rentabilité n'était pas une priorité. Il y a des surcapacités, ce qui veut dire que quand il y a une boîte qui fabrique un truc qui marche, tu vas en avoir une deuxième, une troisième, puis tu vas en avoir 50 à l'arrivée. Chaque région subventionne
son champion local. Et donc, avec les surcapacités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et les subventions, ça veut dire que finalement, il n'y a pas vraiment de profit. La blague, c'est when China enters the room, profit leaves the room. Quand la Chine entre dans la pièce, le profit s'en va. Et donc, on l'a vu dans plein de domaines. Tu prends, par exemple, il y a 2 exemples intéressants. Le e-commerce. Bon, Alibaba, hop, c'est monté à quasiment $1 trillion. C'était la 5e ou 4e plus grosse capitalisation boursière du monde. Bon. Et ensuite, ça s'est effondré. Pourquoi? Parce que Alibaba, c'était le Amazon chinois. Bon, Amazon, je ne sais pas combien ça vaut aujourd'hui, ça doit valoir $3 trillions ou un truc comme ça. Sauf que Amazon, ils ont leur monopole américain, en gros, tout le monde utilise Amazon, en France aussi, on utilise tous Amazon, ils ont une espèce de monopole dans le monde occidental. Et Alibaba, et son monopole en Chine, est commencé à s'étendre à l'étranger. Sauf que le gouvernement chinois a dit qu'il faut plus de compétition. Parce que c'est vrai que Alibaba avait des pratiques un peu agressives. Il forçait les marchands chinois à avoir un espèce de... Comment on dit ils interdisaient aux marchands chinois de travailler avec les concurrents. Sinon, ils les coupaient de Alibaba, et si on était coupé d'Alibaba, on était mort. Donc, ils ont promu la compétition, ce qui fait que Pinduoduo est arrivé, Douyin, le site de e-commerce de ByteDance, donc de la maison mère de TikTok, est arrivé, JD.com, VIP Shop, Tencent lui-même s'est mis à faire du e-commerce, et du coup, les marges se sont effondrées. Alors, c'est très bon pour le consommateur chinois. Les prix en Chine des biens sont extrêmement bas. C'est pour ça qu'en parité de pouvoir d'achat, les Chinois sont à un niveau élevé. L'autre exemple, c'est la voiture électrique. BYD, par exemple. C'est une boîte, elles sont super, leurs bagnoles, BYD. On peut pas arriver elles sont beaucoup mieux que nous. Sur la voiture électrique, les voitures chinoises écrasent complètement nos voitures. En rapport qualité-prix, s'il n'y avait pas de tarifs sur les importations de voitures chinoises, on pourrait fermer toute l'industrie automobile en Europe. Les Américains l'ont très bien compris, et les Européens ont fini par le comprendre. BYD, ils font des voitures à 7 000 € qui ont 280 km d'autonomie et qui sont pas mal. Ils ont des batteries aujourd'hui qui se rechargent en 5 minutes pour plus de 500 km d'autonomie. Et leurs voitures, c'est des logiciels sur roues, hein, les voitures chinoises aujourd'hui. C'est-à-dire que ils ont l'autonomie. Moi, j'ai fait des tests de robotaxi, ça marche très très bien. Bon. Et donc, on peut se dire, BYD, ça doit valoir des centaines et des centaines de milliards de dollars, comme Tesla, qui vaut 1,6 trillion de dollars. Mais BYD, ça vaut même pas 100 milliards. Enfin, si, ça vaut 100 milliards à peu près. Ça vaut 16 fois moins que Tesla, alors qu'ils vendent plus de voitures que Tesla. Et qu'ils exportent en plus partout dans le monde leurs voitures maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a 109 constructeurs automobiles en Chine. Xiaomi, qui faisait des téléphones portables, s'est dit on va faire des voitures électriques. Ils ont réussi d'ailleurs, elles sont très très bien leurs voitures électriques. Tous les constructeurs, il y a eu plein de start-up chinoises dans la voiture électrique qui ont très bien marché, qui font des belles voitures, NIO, Xpeng, Li Auto, Leapmotor, là, le truc de Stellantis, le partenaire de Stellantis, elles sont bien leurs voitures. Donc, résultat, il y a beaucoup de compétition. Le marché chinois fait 25 millions de bagnoles, mais la capacité, c'est plus de 30 millions de bagnoles. Du coup, les prix, les marges baissent. Voilà. Donc, en fait, le marché chinois pouvait pas bien performer tant qu'il y avait ces surcapacités. Et le gouvernement chinois, depuis 1 an et demi, a décidé d'adresser ce problème, de s'attaquer à ce problème, avec une réforme qu'ils ont appelée anti-involution. Ce qui veut dire fermer les surcapacités. Donc, ils ont commencé dans l'industrie lourde, et ils s'attaquent à tous les secteurs un à un. Et donc, du coup, maintenant, le marché action devrait pouvoir marcher un petit peu mieux grâce à ça. Alors, là, on comprend bien au niveau de l'industrie ce qui s'est passé, mais il y a un autre secteur qui s'est fait aussi totalement défoncer, c'est l'immobilier. On a des faillites d'entreprises qui ont eu lieu en Chine, et ça tue la confiance des investisseurs. Donc, est-ce que c'est lié aussi, pour le coup, ça c'est encore un autre problème? L'immobilier, c'est un secteur affreux en Chine. Il y a beaucoup trop d'immobilier en Chine, et il n'y a aucun espoir pour que le marché immobilier rebondisse. Parce que moi, tous les journalistes m'ont emmerdé pendant 10 ans avec l'immobilier chinois. Alors, quand est-ce que ça va rebondir? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous attendez des dernières mesures? Donc, un jour, je leur avais dit, un bon élève de CM2 peut comprendre pourquoi l'immobilier chinois n'a aucun avenir. Ils ont surconstruit, donc il y a trop de résidences, et la population baisse. Voilà. Donc, du coup, il y a zéro espoir. Mais sauf que c'est pas si grave que ça, parce que c'est 6% du PIB, à peu près. C'était 11, puis 10, puis 9, puis 8. Aujourd'hui, c'est 6% du PIB. Toutes les boîtes ont fait faillite, comme tu le disais, donc elles sont pas dans les indices. Plus personne les a en portefeuille, puisqu'elles ont toutes fait faillite. Donc c'est pas si grave que ça, l'immobilier.
Mais il y a eu un problème de confiance parce que, en plus, ils sont pas transparents, donc ils racontaient un peu n'importe quoi. Et puis il y a eu des faillites sur des montants très 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 importants. C'était les plus gros constructeurs immobiliers du monde, les promoteurs chinois du monde, largement. Donc Evergrande, Country Garden, etc. Alors, tu parlais justement d'un regain de l'économie chinoise au niveau des chiffres sur les marchés financiers. Mais est-ce que pendant ce temps-là, toi, tu gardes de la Chine dans tes portefeuilles ? Nous, on a toujours eu pas mal de Chine dans les portefeuilles. Aujourd'hui, on a à peu près un quart du fonds en Chine. C'est à peu près en ligne avec les indices. En revanche, on fait des choses très très différentes des indices. Par exemple, dans les indices, dans les plus gros poids des indices, on va trouver les banques. On ne touche pas aux banques chinoises. Les banques chinoises sont toutes détenues par l'État. Toutes. Ce qui a un avantage, c'est qu'elles ne feront jamais faillite, puisque c'est le gouvernement chinois derrière. Bon. Mais elles traitent largement en dessous de la book value, donc elles ne sont pas chères. Mais le problème des boîtes détenues par l'État, j'ai rien contre les boîtes détenues par l'État. Je dis juste que les boîtes détenues par l'État ne devraient pas être cotées en bourse. Parce que le gouvernement a des intérêts qui ne sont pas les mêmes que ceux des actionnaires minoritaires. On l'a vu en France avec EDF, rappelle-toi. Bon. Donc, on n'a pas ces trucs-là. On n'a pas. Alors, l'immobilier a disparu des indices, mais il y a beaucoup de boîtes un peu cycliques, le ciment, certaines boîtes industrielles qui sont indirectement liées à l'immobilier. On les évite aussi. Et donc, nous, on achète des boîtes qui sont très innovantes. On attache beaucoup d'importance à la gouvernance d'entreprise. Et puis sinon, on achète des leaders chinois. On achète des boîtes qui innovent, qui sont protégées. Est-ce que tu penses que quand on investit en Chine, il est important d'aller voir ce qui se passe réellement en Chine ? Je sais que tu as fait quelques voyages. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr, c'est très très important. Beaucoup plus important d'ailleurs en Chine que dans les autres pays. Donc c'est pour ça que nous, on a toujours un partenaire qui est chinois. Et on ne prend pas un Chinois qui a grandi dans le 13e arrondissement de Paris. On prend un Chinois qui a grandi en Chine, dont la famille est en Chine. Voilà, et on en a eu plusieurs dans l'équipe. Et sur place, on a des contacts en Chine. Et donc, quand tu reviens en France après ton voyage en Chine, je pense que tu dois noter des différences assez importantes. Et en fait, à quel point encore la Chine est loin de la France ? À quel point, dans combien de temps ils vont nous rattraper, entre guillemets ? Bon, moi, il y a une plaisanterie que je faisais souvent en disant que quand j'allais en Chine, le moment où j'avais l'impression de quitter un pays développé pour aller dans un pays émergent, c'était au voyage retour. Bon. Parce que c'est vrai qu'en fait, en Chine, il y a quand même une innovation. Technologiquement, ils sont très en avance sur nous, dans tous les domaines. Mais ils le sont d'ailleurs depuis plus de 10 ans. Hein. Le e-commerce en Chine s'est développé beaucoup plus rapidement que dans les autres pays. C'est-à-dire que la proportion du commerce qui était faite par Internet a été très très rapidement beaucoup plus élevée en Chine qu'en Europe. Et donc aujourd'hui, ils seront en avance sur nous dans beaucoup beaucoup de domaines. Moi, par exemple, avec Édouard Carmignac, on a visité les usines de BYD de Xiaomi. Donc ce sont des usines entièrement robotisées. Il y a derrière une partie semi-conducteur. Ce que je te dis, en fait, ça va devenir des logiciels sur roues, les voitures chinoises. La nouvelle génération en Chine, quand ils ont leur choix d'une bagnole, c'est plus est-ce que la voiture est belle ou pas. C'est que sur la technologie, sur l'électronique, l'autonomie de la batterie, donc l'autonomie de la voiture aussi. Donc nous on a fait de la voiture autonome, donc de la voiture sans chauffeur. Ça marche. On a fait à Shenzhen et à Pékin, ça marche parfaitement bien. Ça marche très bien. Donc il y a aussi ça avec Google à son truc, la Waymo, qui marche très bien. J'ai un copain à Los Angeles qui me dit je n'utilise plus que des voitures sans chauffeur aujourd'hui. Donc ces trucs-là, ça va arriver. Ça arrivera en France, mais ça arrivera d'abord en Chine. L'innovation, les logiciels, le software, la puce, la GPU qui sera utilisée, qui seront utilisés dans les voitures qui font ça en France, ce seront des boîtes chinoises. Donc ça va venir de chez eux. La reconnaissance faciale, nous on a encore nos badges, eux, partout, quand ils arrivent voilà, il y a toute la reconnaissance faciale. Donc il y a plein de trucs sur lesquels ils sont vraiment en avance sur nous. Et dans les robots aussi, la robotique. Il y a eu des démonstrations incroyables qui ont fait beaucoup de buzz sur Internet sur la robotique, mais ils sont très en avance sur nous. Ils ont 3 millions de robots en Chine, aujourd'hui dans les usines. Et ça augmente très rapidement. Et surtout, ils fabriquent leurs propres robots. Investir en Chine, c'est prendre le risque aussi que le parti communiste se mêle d'un ou plusieurs secteurs, comme par exemple l'éducation en 2021, et que par conséquent vient tout simplement en fait défoncer un secteur et
et enlever toute rentabilité de ce secteur. Il y a un risque en fait de gouvernance. Et ma question, c'est comment on gère ce risque politique? C'est-à-dire que on investit, on se dit ok, je le prends ce risque politique comme tous les risques typiquement de liquidité dans des économies où les marchés ne sont pas trop développés. C'est un risque que l'on prend. Alors, tu as raison, c'est une bonne remarque. Et sur l'éducation, c'est en 2021, donc il faut rappeler ce qu'ils ont fait. Pas le droit de gagner, de faire des profits sur l'éducation pour les élèves jusqu'à K-12, donc jusqu'à un certain âge, qui correspond à peu près au lycée, voilà. Pour des raisons idéologiques, en disant ça avantage les riches par rapport aux pauvres, ce qui est pas idiot d'ailleurs, il a raison. Mais bon, du coup, les boîtes cotées ont perdu 80% de leur valeur en bourse à ce moment-là. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il faut savoir qu'en fait, aux États-Unis, les grandes entreprises, c'est un peu les boss. Et on l'a bien vu quand Trump a fait son discours inaugural. Derrière lui, il y avait Bezos, Zuckerberg, Elon Musk, dont des gars, certains, qui avaient critiqué Trump pendant 4 ans. Mais en fait, les gens financent les hommes politiques. Ils sont quand même très, très puissants. En Chine, le parti politique est ultra puissant. Jack Ma avait un peu fait le malin à une époque. Il faisait des shows un peu comme on fait aux États-Unis. Il venait aux assemblées d'actionnaires avec sa moto. Il a disparu pendant un certain temps. On se demandait même où il était. Et finalement, il a été réhabilité quelques années après, mais maintenant, il est beaucoup plus low profile. Et voilà. Et donc, tu as raison de dire qu'ils peuvent dézinguer un secteur en 5 minutes, mais ils peuvent aussi faire le contraire. Ils peuvent aussi développer, aider énormément des secteurs. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Donc, on a des boîtes en Chine, Horizon Robotics, Montage, par exemple, qui est une A-Shares qui est cotée donc à Shanghai. Ils fabriquent des puces d'interconnexion entre le CPU et la mémoire. Bon, il y a 3 boîtes qui font ça dans le monde, une américaine, une japonaise, une chinoise. Eux, ils auront tous les contrats chinois. Et les contrats chinois vont croître énormément parce que la Chine développe le DRAM, la mémoire. Ils développent ces secteurs-là avec des dizaines de milliards de dollars qui ont été investis depuis des années. Et ces types-là vont acheter des produits chinois pour essayer d'avoir l'autosuffisance technologique et ne pas dépendre des Américains. Et est-ce que les Chinois, ils pensent qu'ils sont en retard sur justement l'horizon de temps type 2026? Est-ce qu'ils considèrent qu'ils sont en retard par rapport, je sais pas moi, aux États-Unis? Typiquement, tu me parlais des modèles de LLM il y a quelques minutes. Il y a 6 mois de retard. Sur plein d'autres industries, on voit qu'aussi il y a un retard, même si l'économie est en train de faire boom. Comment les Chinois perçoivent ce retard? Alors, ça dépend des secteurs. Donc, sur les LLM, ils ont à peu près 6 mois de retard. On va dire, c'est très approximatif ce que je dis. Parce que c'est dur d'abord, ça dépend. Oui, les modèles chinois, dans certains domaines, sont aussi bons que les Américains. Ils sont beaucoup moins bons dans d'autres domaines. Donc, c'est un peu compliqué. Puis, ça change tous les mois, surtout. Il y a des nouvelles versions qui sortent d'un mois sur l'autre. Voilà. Sur Huawei, sur la GPU de Huawei par rapport à Nvidia, c'est plutôt 18-24 mois de retard, je crois. C'est d'après ce que nous disent les experts. Sur le DRAM, la mémoire, ça c'est important parce que c'est ça qui a fait flamber la Corée cette année. Sur le NAND, ils sont pas mal, c'est une partie de la mémoire, mais sur le DRAM, ils ont quand même beaucoup de retard. On pense que c'est plutôt 4-5 ans. Et là, ils vont faire les introductions en bourse de leurs géants chinois, là, CXMT et YMCT. Et donc, il y a un peu plus de transparence, parce qu'ils font l'introduction en bourse, donc on va avoir un petit peu plus de couleur, un petit peu de transparence sur ces boîtes-là. Et on voit quand même qu'il y a vraiment technologiquement du retard. Voilà. Mais après, ils sont en avance sur d'autres domaines, hein, attention. Donc, ça se discute un petit peu. Mais les Chinois n'ont pas le même horizon d'investissement que nous. D'abord parce que le Parti communiste chinois, ils ont des plans à long terme. Le China 2035, je m'en souviens, la Chine 2035, Chine 2040. Ils disent, voilà, donc l'adoption des voitures électriques, voilà nos objectifs chaque année. Bon. Et comme les gars sont sûrs qu'ils seront à l'élection, ils sont tranquilles. Alors que nous, on voit avec Macron ou Trump, Trump, il est tétanisé par les primaires américaines. Il faut que le baril de pétrole baisse avant cet été pour éviter qu'ils prennent une rouste aux primaires en novembre. Bon, Macron, on l'a vu, avec les gilets jaunes, avec le Covid, il a complètement flingué la dépense publique pour sa popularité. Donc voilà, en Chine, ils font pas comme ça, ils ont un investissement de long terme. Il y a l'anecdote que donne souvent mon ami Charles Gave est assez révélatrice. Quand André Malraux s'est rendu en Chine dans les années 60, il a posé la question
à ses interlocuteurs chinois en lui disant « Est-ce que vous pensez que la Révolution française a été un succès ?» Et la réponse que les Chinois lui ont dit, c'est encore un petit peu trop pour juger. Un petit peu trop tôt pour juger, pardon. C'est un petit peu trop tôt pour juger. Et c'est exactement comme ça qu'ils raisonnent. Ils ont des investissements, alors que c'est assez frustrant pour les investisseurs. Parce que nous, on est quand même un peu intéressés par le court terme. Le long terme, ça reste quand même des courts termes qui se relaient les uns après les autres. Et donc parfois, quand on a une boîte qui nous dit oui, on pense que d'ici 5 ans, on va avoir une marge de 8% et tout. Oui, mais d'accord, mais bon, et le prochain trimestre, c'est l'année prochaine. Donc ils ont un investissement long terme, mais c'est une force. Alors, on comprend bien dans ce que tu dis, Xavier, que l'unité de temps n'est pas la même, j'ai l'impression, entre un pays comme la France, les États-Unis, où on va être dans l'efficacité, dans le fait de prouver ce qu'on est capable de faire sur un trimestre ou un semestre. Là-bas, en fait, l'unité de temps, c'est vraiment une décennie, quoi. C'est exactement ça. Tu as résumé ce que je dis. 良药苦口，资本无情。你看他那个主持人，像不像一只被关在信息茧房里，一边自以为是，一边瑟瑟发抖的西方鸵鸟？他满脑子都是中国是不是抄袭，中国是不是要爆雷的先入为主。他根本不是在做访谈，他是在向资本祈求一丝安慰，祈求大佬告诉他西方依旧伟大。只可惜右边这位大佬手里的几十亿真金白银，让他没有时间去陪一个蠢人演戏。大佬用最残忍的客观事实撕下了欧美最后的底裤。论教育，台韩中心正在奥数和芯片领域实行智力碾压。论科技，2025年1月 ，DeepSeek 的爆发直接把美国 LLM 神话打回原形。比亚迪和无人工厂早就领先了欧洲整整10年。正如评论区那条一针见血的留言所说，果然只有钱才能让人清醒。西方的政客和媒体可以用傲慢与偏见编织谎言，去洗脑他们那些毫无自知之明的巨婴国民。但地缘政治的残酷真相是，偏见换不来芯片，傲慢也填不满巨大的财政赤字。当一个国家的精英还在为政治正确和意识形态争吵不休，而另一个国家的系统正在像一台精密的超级计算机一样，以10年为单位在默默做长线雷猎时，这场世纪大决战的胜负，其实在20年前就已经注定了。别再躺在过去的功劳簿上装睡了。当潮水退去，那些被洗脑还不自知的蠢人，终究会被真金白银的现实一巴掌拍在沙滩上。